permet de créer donc ces zones économiques spéciales qui sont de véritables incitants pour les investisseurs à amener leur savoir, leur capacité en République démocratique du Congo et nous aider à développer ensemble ces activités chez nous. De la parole aux actes, des manifestations d'intérêt ont été enregistrées séance tenante. Un entrepreneur s'est même proposé d'investir à hauteur de 350 millions de dollars américains. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, s'est félicité de ce pragmatisme. Voilà pourquoi la réunion qui vient d'avoir lieu tout à l'heure a été l'occasion pour l'ambassadrice Roya de pouvoir donner la disponibilité de sa société, de son lobbying, à pouvoir accompagner la vision du président de la République par un financement de 350 millions de dollars pour raffiner le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo à travers une entreprise 100% congolaise. Et le chef de l'État a tenu à féliciter ce partenariat qui est déjà tissé entre les deux et rassurer que le côté congolais va financer effectivement les études de faisabilité. Par ailleurs, 48 heures après son discours à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général Antonio Guterres. À l'issue de cette entrevue de près d'une heure, les deux personnalités n'ont fait aucun commentaire à la presse. Voilà, le chef de l'État a déployé plusieurs activités à New York. Là, vous venez de suivre son entretien avec Antonio Guterres. Donc, je parlais de l'extrait du chef de l'État depuis la tribune des Nations Unies où il parle justement du crédit carbone. Monsieur le Président, un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température depuis quelques décennies affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tous. Cependant, force est de relever qu'en dépit des proclamations de foi des pollueurs en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de multitudes de forats organisés à travers le monde pour combattre ce fléau, dont les 27 COP, conférence des pays membres de la Convention de l'ONU pour la lutte contre les changements climatiques, et de multiples résolutions et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degré Celsius. Bien au contraire, à la COP 27 tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. Ce constat peu rassurant appelle sans doute à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun, contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles ainsi que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009, mais non encore honoré jusqu'à ce jour, de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre,
mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable et des prix incitatifs tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. Le discours du chef de l'État congolais à l'ONU, il en a également été question au Conseil du gouvernement, parmi tant d'autres points à l'ordre du jour, extrait du compte-rendu, lu ici par la ministre en charge de la Culture. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour son discours prononcé le 20 septembre 2023 à la 78e Assemblée générale des Nations unies. Aussi a-t-il salué l'engagement renouvelé du chef de l'État pour la tenue des élections transparentes, inclusives et crédibles et pour sa détermination à garantir la sécurité de notre pays face aux agresseurs. Il a également salué l'appel à la coopération multilatérale lancé par le président de la République pour faire face aux différentes menaces existentielles telles la crise alimentaire, les changements climatiques, le terrorisme, les pandémies et la prolifération nucléaire. À propos du réchauffement climatique et de l'économie du futur plus verte et responsable, le chef de l'État a une nouvelle fois rappelé notre place exceptionnelle en tant que pays solution. Enfin, le Premier ministre a noté le rappel fait au gouvernement afin de poursuivre l'exécution du plan de retrait accéléré et ordonné par la MONUSCO, lequel doit commencer dès la fin de cette année, du sinistre de Lissala dans la province de la Mongala. Le Premier ministre a informé le Conseil de la catastrophe naturelle qui s'est produite dans la ville de Lissala, province de la Mongala, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2023. Un glissement de terre survenu suite de pluies diluviennes a causé la mort de 17 personnes et a emporté des maisons d'habitation, laissant ainsi plusieurs sinistrés. Pour répondre à ces sinistres de plus, une mission du gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires, a été dépêchée sur place afin d'apporter le premier soutien du gouvernement aux sinistrés et assurer l'enterrement de nos compatriotes qui ont perdu la vie. D'autres missions se sont envoyées dans le territoire de Calais au Sud Kivu et dans les 3 territoires du Kasaï central qui ont aussi connu des sinistres dus aux catastrophes naturelles. Et depuis New York, le VPM, carrément, ministre des Affaires étrangères, il contacte les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir le départ progressif de la MONUSCO du territoire congolais. Christophe Lutundula Apala a également déposé la lettre au comité de sanctions contre les auteurs des crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Doris Mozo. À New York, des contacts se poursuivent pour expliquer aux pays membres du Conseil de sécurité l'esprit de la lettre écrite au secrétaire général des Nations Unies sur le retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre
ministre des Affaires étrangères et francophonie, a rencontré son homologue de Grande-Bretagne. Plus d'une demi-heure d'échanges francs entre les deux diplomates. Le chef de la diplomatie congolaise a expliqué à son interlocuteur que la RDC est dans une phase critique dans ses relations. Appliquer la résolution 2409 de 2018 du Conseil de sécurité en mettant en place une feuille de route impliquant le transfert des activités et commencer le retrait. La République démocratique du Congo compte sur la Grande-Bretagne, a insisté le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundu Apalapé-Napala, comme membre influent du Conseil de sécurité pour donner son avis et faciliter les conditions de retrait lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité prévue le 28 courant aux Nations Unies. Toujours à New York, le chef de la diplomatie congolaise a rencontré le Premier ministre gabonais, le Gabon qui assume la présidence du comité de sanctions. Cette rencontre importante se voulait une occasion pour la République démocratique du Congo de déposer officiellement une lettre de demande de sanctions contre tous les auteurs physiques et intellectuels de crimes en République démocratique du Congo. Dans cette lettre, il est repris les noms et les sociétés ayant commis des crimes abominables en République démocratique du Congo. Le séjour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie à New York, est aussi mis à profit pour réchauffer les relations diplomatiques avec les pays amis de la RDC. Christophe Lutundu Apalapé-Napala a échangé avec son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Elle séjourne également à New York. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a échangé avec des partenaires américains du secteur de la santé. Le but, c'est de trouver les voies et moyens d'éradiquer la poliomyélite dans cette partie de la République. Inlassable fourni par le gouvernement provincial du Lualaba dans les processus de l'éradication de la poliomyélite. Cette maladie qui affecte la plupart des membres, essentiellement des enfants de moins de 5 ans, n'ayant pas reçu le vaccin à leur enfance, font mériter à cette province cuprifère du Lualaba, sous la conduite Fifi Masuka Saini, d'une considération de la part des grands organismes internationaux qui se sont engagés depuis plusieurs années dans cette lutte contre cette maladie virale qui paralyse les membres de moins âgés. Devant l'auditoire, le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui se faisait accompagner de son ministre provincial de la Santé, le docteur Mouzankam, et du responsable provincial du PEV, a présenté brièvement les efforts menés dans sa province pour épargner les enfants de cette maladie. Myself, when they see a governor coming to your house, I think it changes sometimes. Quand ils voient le gouverneur venir dans leur maison, ça change parfois la perception. J'essaie d'aider ceux qui n'acceptent pas le vaccin à travers cette communication. Ça va sauver des vies. We are trying to bring to their house because that will save a lot of life. La délégation du pays de Félix Antoine Tshisekedi a été valablement représentée à ces assises de Seattle, organisées par la fondation Bill et Melinda Gates. Grâce à sa réputation sur le plan international, la province du Lualaba, avec Fifi Masuka Saini, ne manque plus d'être associée à des grands événements. De retour à Kinshasa, on se rend à la Chambre haute du Parlement. La prochaine plénière du Sénat se penchera sur le calendrier de la session. La conférence des présidents réunis sous la direction des Bahati Lukwebo a produit un avant-papier. Sandra Nyangui dans ce commentaire signé Ndolo Demazu. Sur 59 sénateurs qui composent la conférence des présidents, 39 étaient présents et ont siégé conformément à l'article 85 du règlement intérieur de la Chambre haute, bien qu'essentiellement budgétaire, car devant être consacrés à l'examen et adoption de la loi des finances exercice 2024, dont le projet est déjà déposé à l'Assemblée nationale. Cet avant-projet de calendrier comprend aussi d'autres initiatives parlementaires. Il s'agit notamment du contrôle de l'exécutif national à travers des interpellations, des questions orales avec débat, des questions d'actualité et des commissions d'enquête parlementaires. Nous avons voté le projet de calendrier qui sera essentiellement une session budgétaire. Le gros des matières porteront sur le dernier budget de l'exercice ou de notre mandature et nous avons retenu jusque-là plusieurs matières, mais principalement c'est la loi des finances portant sur le budget de l'exercice 2024. Nous avons le projet de loi portant sur la reddition des comptes
de la loi des finances de l'exercice 2022. Et nous avons d'autres matières qui portent sur la procédure fiscale et les impôts sur les personnes. Mais en dehors de ça, nous avons quelques matières que nous avons gardées comme arriérées lors de la session passée. Nous allons essayer d'arrache-pied pour pouvoir finir. La session qui vient de s'ouvrir sera également consacrée à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais, le projet de loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle, la cité de Mouchaki, territoire de Massissi au Nord Kivu, désormais sous contrôle des FARDC. Le gouverneur militaire intérimaire de cette province s'en est lui-même rendu compte. Il a échangé avec la population locale. Théâtre des affrontements, la cité de Mouchaki en territoire de Massissi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi, comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair, il n'y aura pas de négociations. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mouchaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfuni-Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mwishuko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Nous sommes très contents parce que vous êtes venus voir vos enfants. Nous demandons aux forces de sécurité de se rapprocher de la population, la PNC et les FARDC auprès de qui nous pouvons exposer nos problèmes. Signalons que le gouverneur ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité. Et notez qu'il se tiendra à Paris le 28 septembre, la conférence internationale sur les minéraux et l'énergie. Le ministre congolais des Mines a, dans ce cadre, pris part en ligne à une réunion de l'OCDE, réunion préparatoire de ses assises. Eugénie Dada-Chabani. Vidéoconférence, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a pris part au panel de la conférence de l'OCDE sur les minéraux critiques en RDC. Cette conférence s'est tenue en prélude du sommet de Paris sur les minéraux et l'énergie propre prévu le 28 septembre en France, organisé par l'Agence internationale de l'énergie. Sur la question des ressources naturelles, répondant aux différentes questions, notamment sur les ressources naturelles, la ministre des Mines a souligné que la RDC est un scandale géologique. Le pays a les minéraux stratégiques, notamment les cobalt, les coltans, les lithium et autres minéraux qui interviennent dans la fabrication des batteries, des ordinateurs et des téléphones portables. Grâce à l'exploitation de tous les minéraux stratégiques, la RDC est dans la logique de développement des chaînes de valeur pour faire un plan d'industrialisation et développer des opportunités d'investissement et également lutter contre le chômage. Dans un environnement de réchauffement climatique, la RDC, à travers les ministères des Mines, a mis sur pied la législation obligeant les exploitants miniers d'élaborer des études à impact environnemental. Pour éviter la déforestation sur les sites miniers, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a pris des mesures pour la conservation de l'écosystème.
Lancement hier du projet dénommé « Protégeons nos droits et notre environnement », l'intitulé est en Swahili. Il s'agit de faire prospérer les peuples autochtones de 3 aires protégées, un projet de l'USAID. Béatrice Chako à Ponzuzi. Ces zones protégées sont entre autres la réserve de faune de Kabobo, le parc national de Kahozi-Biega et la réserve de faune à Okapi. Une vingtaine de partenaires locaux, WCS, Wildlife Conservation Society, International Alert, Catholic Relief Service et autres contribuent à la réalisation des 4 objectifs principaux du projet. En partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, WCS renforce la bonne gouvernance des aires protégées et de leur périphérie pour assurer une protection efficace de la faune et une gestion durable des ressources naturelles. L'objectif de l'activité Tulinde, entendez, protégeons, est de pousser les peuples autochtones d'exercer leurs droits culturels, environnementaux, politiques et socio-économiques. La République démocratique du Congo s'appelle les Pygmées, mais il n'y avait aucun texte de loi qui les reconnaissait comme tel. Mais à travers ce texte, ils sont reconnus comme des autochtones de la RDC. Désormais, cette loi oblige à ce que les Pygmées participent dans ces programmes et projets. Pour Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis en RDC, cette activité prévoit de toucher plus de 25 000 bénéficiaires autochtones et locaux d'ici la fin novembre 2026. Prenant la parole, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Mouhini, a plaidé pour l'exécution des activités retenues dans la logique du plan de développement local élaboré dans les entités concernées. Et puis la ministre en charge du genre a lancé à Lubumbashi la première édition du Forum national des mouvements associatifs féminins. Thème de l'événement, engagement des organisations de la société civile pour la gouvernance inclusive en RDC. Yvette Mankoutima et puis des images d'Éric Djoké. C'est la toute première édition du Forum national de mouvements associatifs féminins à réunir autant de monde dans la province du Haut-Katanga. Autour du thème « L'engagement des organisations de la société civile pour une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo », ces forums offrent une tribune aux actrices de la société civile à défendre leurs droits, à travailler pour l'autonomisation intégrale, à accroître leur participation politique et lutter contre toutes les violences basées sur le genre. Dans son adresse, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi Bimuloko, a circonscrit les cadres de ces assises. Ce forum constitue une première expérience qui nous permettra de définir clairement ce qui pourra être l'agenda des femmes en République démocratique du Congo. Pour sa part, le vice-gouverneur du Haut-Katanga a reconnu l'importance de ces forums dans la bonne marche des organisations féminines de la société civile en RDC. Je pense aux objectifs de développement durable, en sigle ODD, qui visent d'ici à 2030 l'élimination de toutes les formes de violence dont la femme et la fille sont victimes. Les agences du système des Nations Unies ainsi que les partenaires techniques et financiers s'inscrivent dans une dynamique soutenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère du Genre, et ces forums est une opportunité pour une reconnexion avec les mouvements associatifs féminins. Le président du conseil d'administration de la RVA poursuit sa visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires du pays. À Kikwit, Trifon Kikemulumba a déploré la vétusté de la piste de l'aérodrome, sans compter les constructions anarchiques qui y poussent. La RVA a carrément résolu d'y construire un mur pour éviter le pire. Anita Luamboa. L'aérodrome de Kikwit, jadis soumis à un trafic aérien intense, aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés d'ordre technique. Outre l'état piteux de sa piste, cette infrastructure aéroportuaire est menacée par des têtes d'érosion, comme si cela ne suffisait pas. Son environnement immédiat est envahi par des constructions anarchiques. Informé, le président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, un des natifs de la contrée, a effectué une descente sur le terrain, question de se rendre compte personnellement des faits tels que décrits. Sous ses yeux, un trou béant menace la piste d'atterrissage, désormais voisine à des spoliateurs de l'espace RVA. Le président dit ceci, Bazonga déjà, Bazonga.
En passant par les bureaux administratifs, la piste d'atterrissage et ses abords spoliés par des tierces, Trifon Kinkemulumba, la mort dans l'âme, promet des solutions immédiates pour préserver le bien de cette entreprise du portefeuille. La solution a été trouvée déjà dans le Katanga et c'est la même solution qu'on va appliquer ici. Il faut ériger un mur de séparation. Nous avons donc décidé de nous en référer au président de la République pour qu'il actionne des mécanismes qui permettent que tous ceux qui se sont permis de s'approprier des terrains qui appartiennent à la RVA puissent évacuer. Les anarchistes doivent s'attendre à des mesures coercitives susceptibles de remettre de l'ordre dans un site qui constitue l'une des portes d'entrée de la ville de Kikwit. Belle initiative, et voilà un dossier à suivre. Et puis une campagne de consultation ophtalmologique gratuite dans des centres de santé bien choisis dans les communes de Kalamou, Makala et Selimbao. Cette action démarrée ce jour est une initiative signée Dionit Kaninda, président de la Ligue populaire des Amis du Changement et administrateur à la RTNC. José Baïtouambou. C'est le président de la Ligue populaire des Amis du Changement, la LIPA Change, une ASBED au développement, qui a lancé officiellement le samedi 23 septembre 2023 la campagne des consultations gratuites de maladies des yeux. 4 centres de santé du district de la Fona sont choisis, à savoir les centres de santé Onatra à Kaouka, Bondo à Kimbangu, Liboulou à Selembao et Saint-Clément dans la commune de Makala. Cette opération médicale qui va durer 3 jours concerne le journaliste, les enseignants et motocyclistes communément appelés Wewa, 3 catégories de métiers et souvent exposés à des maladies oculaires. Les Congolais ou les Quinois peuvent aller là-bas se faire consulter gratuitement. Nous avons ramené des spécialistes, des ophtalmologues qui ont une expertise avérée dans ce domaine pour pouvoir aider les amis à avoir une consultation gratuite. Je dis bien gratuite. Merci aux bienfaiteurs. Était le maître mot suspendu sur les lèvres de bénéficiaires. Nous félicitons sérieusement M. Denis Kadima pour cette initiative. C'est ASBED Dionit Kaninda Mapinda qui prône le changement par le travail, prenant en charge le coût de médicaments et les verres médicaux si nécessaire des plus vulnérables. La Ligue populaire des Amis de Changement, initiatrice de cette campagne médicale, reste disponible au service de l'intérêt général, histoire d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, celle de préserver la santé des Congolais. Hommage bien mérité rendu au pionnier congolais de la guitare acoustique Mwenda Wabayeke. Plus de 30 ans après sa mort, une messe a été dite en sa mémoire en la paroisse Notre-Dame de Fatima. Hier 22 septembre, le questeur de la CENI a aussi honoré la mémoire de ce grand artiste congolais, Odilon Kayuma. Notabilité katangaise, politique, musicien, avec une présence marquée du questeur de la CENI Agé Ajmatembo, ce 32e anniversaire de la mort de Jean Bosco Mwenda Wabayeke a fait l'unanimité. Tous ont rendu hommage à ce grand artiste musicien originaire de Bunkeya dans le Lualaba qui a connu un succès fou les années 60 et 70. Ces chansons très séduisantes ont valu à l'immortel Jean Bosco Mwenda Wabayeke plusieurs prix d'excellence à l'époque et une invitation à la Maison Blanche signée Richard Nixon, président des États-Unis d'Amérique. La manifestation de ce jour marque un nouvel élan que les leaders katangais ont pris non seulement pour honorer les filles et fils ayant marqué l'histoire du Katanga et surtout pour sauvegarder la cohésion, l'unité. Il n'a vécu que 62 ans et voilà, mais c'est comme s'il était en vie pour moi. Avec tout ce qu'on attend, sa musique. Des noms de la musique congolaise tels que Jano Bombenga, Mbili Abel, Redi Amissi, ingénieur Blaise Boula étaient au rendez-vous pour célébrer la mémoire du pionnier de la guitare acoustique à RDC. La guitare acoustique que papa utilisait et sa voix rock. Ah non, il restera jamais. Je suis en tout cas très contente d'être là.
Mais avant ces instants de nostalgie, l'assistance a pris part à la messe d'action des grâces dite à mémoire de l'illustre disparu. Sa famille biologique, ici représentée, a remercié la Fondation katangaise et les questeurs de la CENI pour leur soutien dans la réussite de cette commémoration. Les agents et cadres de la Direction générale des impôts dotés de matériel roulant, acquisition sur fonds propres, le personnel a réceptionné ces engins des mains de Barnabé Moukadi, DG de cette entreprise. Jean-Pierre Ndolo-Demazou, bienvenue Wenenge. 7 grands bus, 22 Land Cruiser, 4 pick-up et 334 motos, c'est le premier lot de matériel roulant. Une acquisition de la Direction générale des impôts en faveur des agents et cadres de la DGI pour le renforcement des capacités et l'amélioration de leurs conditions de vie en vue de la mobilisation des recettes. Pour le directeur général de la DGI, Barnabé Moukadi, cette acquisition concourt à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la maximisation des recettes fiscales. Quand nous imposons, on rétrocède à la DGI une partie des pénalités. Et c'est cet argent-là que nous avons utilisé pour payer les engins que vous voyez ici. C'est l'idée d'exhorter le personnel à redoubler d'ardeur au travail en vue d'atteindre, voire dépasser les assignations de la DGI. Ces matériels roulants ne sont pas seulement destinés à la ville de Kinshasa, mais concernent l'ensemble des provinces du pays. Barnabé Moukadi a promis un deuxième, voire un troisième lot pour permettre au personnel de mener à bon port les missions fiscales en vue d'atteindre les assignations projetées par la DGI. Les clés de ces engins ont été remises par le directeur général à titre symbolique à Denise Kassalou, directrice de gestion budgétaire et des services généraux de la DGI, à qui le numéro 1 de la Direction générale des impôts a demandé d'en faire bon usage. Et puis le Fonds d'inclusion financière FPM vient de conclure un partenariat avec la coopérative basée dans le Congo central dénommée Kamek Inkisi. Partenariat signé d'un côté par le directeur général du FPM et de l'autre par le président du conseil d'administration de Kamek. Reportage Malumbela. D'oxygène pour les entrepreneurs de toutes catégories opérant dans le Congo central. Kamek Inkisi a bénéficié de la part des fonds d'inclusion financière FPMSA d'un financement en prêt senior pour accorder des prêts à moyen terme aux micro, petites et moyennes entreprises et aux personnes à faible revenu. Le partenariat entre les deux structures a été matérialisé par la signature d'un contrat de financement le 9 septembre 2023.